Bonjour à tous. Alors, nous allons essayer de voir quelques notions sur une pathologie, un problème rare qui est la raideur articulaire gléno-humérale et surtout les indications d'arthrolyse avec les différents points techniques associés à cette prise en charge. Alors tout d'abord, je voudrais revenir un petit peu euh, en arrière avant de parler technique et de revoir des notions cliniques concernant la raideur articulaire. Avant de poser une indication d'arthrolyse, il faut savoir mesurer la raideur articulaire et il est capital, ce que peu d'entre nous font, d'étudier et d'examiner les patients en position allongée, surtout pour ce qui est de l'élévation antérieure passive. La rotation externe coude au corps peut être mesurée en position assise. Si vous regardez ce patient en position debout, je pense que beaucoup d'entre vous considéreront qu'il est souple ou à peu près. Alors effectivement, il ne s'agit pas d'une raideur capsulaire 0,90 main-fesse, mais regardez en position allongée, ce patient présente une véritable raideur articulaire avec une différence significative et avec tout ce que cela implique d'indications opératoires, de prise en charge et de douleurs probablement liées à cette raideur. Donc premier point très important. À partir de là, il est capital d'aller jusqu'au bout du traitement médical. Notre équipe a développé depuis de nombreuses années, sous l'influence de Jean-Pierre Lyotard, un protocole d'auto-étirement que vous pourrez retrouver sur notre site si cela vous intéresse, plus ou moins associé à un protocole de balnéothérapie. Et il est clair que grâce à cette rééducation, associée si nécessaire à des infiltrations spécifiques décrites aussi par Jean-Pierre Lyotard, personnellement, dans ma pratique, je n'ai pas fait d'arthrolyse post-opératoire ces 10 dernières années sur des coiffes, par exemple, opérées. Alors, les infiltrations sont l'équivalent de blocs du nerf suprascapulaire sous contrôle radiographique en transacromioclaviculaire avec un effet très très net sur la vraie algodystrophie post-opératoire, le syndrome épaule-main. Et nous avons d'ailleurs montré, alors sur une autre pathologie, l'instabilité opérée par butée type Latarjet, qu'avec ce protocole de rééducation par étirement, nous arrivions dans pratiquement tous les cas à récupérer des amplitudes complètes à 3 mois post-opératoire. Alors, quand posons-nous une indication d'arthrolyse arthroscopique? Bon, le problème se pose surtout sur les capsules idiopathiques. Euh, Très souvent dans le cadre d'une maladie diabétique, et il est clair qu'il faut se donner cette deadline de 1 an de traitement médical bien conduit avant de poser une indication d'arthrolyse arthroscopique. À partir de là, il y a des trucs et astuces, des points à connaître, car il s'agit d'une chirurgie que l'on fait rarement et qui est parfois difficile. Le premier point, c'est l'entrée dans l'articulation. Il va falloir être le moins invasif possible. Ce sont des articulations, pour le coup, quand nous posons ces indications, des épaules extrêmement figées, l'équivalent d'un bloc fibreux, et il est parfois très difficile de rentrer dans l'articulation. Personnellement, j'opère les patients en position demi-assise, et le premier temps doit être gléno-huméral. Pour rentrer dans l'articulation, il faut essayer de trouver cette interligne avec des micro-mouvements qui sont toujours un petit peu possibles, de faire un point dans le soft point tout à fait classique, et pour éviter toute lésion cartilagineuse ou ostéocartilagineuse, essayer de trouver la sensation de la tête humérale et de glisser sur la tête humérale. Une fois que l'on pense être dans l'articulation, ne pas mettre le liquide et la pompe en marche avant d'être sûr que l'on est dans l'articulation. Et le point, c'est alors de retrouver, de voir du cartilage. Ensuite, tout est fibreux, les repères sont souvent perturbés, il faut retrouver des repères connus. Le premier peut être le long biceps, le second peut être le bord supérieur du sous-scapulaire qui est souvent recouvert d'une épaisse fibrose. Et il va falloir retrouver l'intervalle des rotateurs. Et à partir de là, sous contrôle d'une aiguille, faire un point d'entrée antérieur, donc sécurisé à travers l'intervalle des rotateurs.
Une fois que l'on a fait ça, avec une sonde de vaporisation, il va falloir essayer de couper, d'enlever toute cette fibrose. Et le premier point est de retrouver le plan entre le rebord supérieur du sous-scapulaire, l'intervalle des rotateurs et cette fibrose. Il faut faire une large ouverture de l'intervalle des rotateurs, aller voir la coracoïde, retrouver le bord supérieur du sous-scapulaire et ensuite essayer de libérer toute cette fibrose en faisant une capsulotomie périglénoïdienne circonférentielle. Un point important, pour atteindre certaines zones, il est important de changer la voie optique, par exemple de la passer en voie antérieure, ce qui va permettre, le soft point devenant une voie instrumentale, de faire la libération souvent postérieure, postéro-inférieure, et notamment le point le plus inférieur à 6 heures est souvent un point difficile à atteindre, mais plus cette capsulotomie et cette exérèse de fibrose va pouvoir être réalisée, plus il sera possible de mobiliser l'épaule, de décoapter et donc d'avoir accès aux différentes zones articulaires. Longtemps, on nous a appris que ce temps intra-articulaire suffisait. Je ne pense sincèrement pas, et il est important de faire un deuxième temps sous-acromial. Il est important de réaliser une arthrolyse sous-acromiale complète entre la coiffe des rotateurs et la voûte acromiale, le muscle deltoïde en arrière, et un point très important, capital pour récupérer de la rotation externe, est de continuer la libération de l'intervalle des rotateurs en libérant ce nœud antéro-supérieur péricoracoïdien dans l'espace antéro-supérieur sous-acromial. Alors là, je vais vous montrer une vidéo sur une rupture de la coiffe, mais pour comprendre le principe, cela va aider. Vous avez, c'est une épaule droite, là on tire pour retrouver le bord supérieur du supraépineux. Le scope est par voie antéro-supérieure, par une voie antérieure, avec la sonde de vaporisation. Il va falloir libérer tout cet espace, retrouver le bord antérieur du supraépineux, vous voyez, retrouver le tendon conjoint, que l'on voit là, avec le départ du lac, la coracoïde. On peut retrouver par l'ouverture qui était au préalable faite de l'intervalle des rotateurs, le bord supérieur du sous-scapulaire, et à partir de là, on va pouvoir couper toutes ces structures jusqu'au bord antérieur du supraépineux, ces structures correspondant au ligament coraco-huméral. Et toute cette partie, tout cet espace, médialement par rapport aux structures du coma sign, doit et peut être libéré, réaliser une capsulotomie, parce qu'en fait, on retrouve assez rapidement la capsule qui va être sous le tendon du supraépineux, faire toute cette libération, et là on voit que l'on va redonner de la rotation externe, et cette partie, ce temps, ne peut être réalisé lorsque l'on est en gléno-huméral, même si l'on a fait une large ouverture de l'intervalle. Alors ensuite, point important, l'immobilisation doit être antalgique, relative, mais non en rotation interne. Il faut mettre une attelle de rotation neutre, notamment pour éviter une nouvelle fixation de l'épaule avec perte de la rotation externe. Pour moi, il est capital que le patient ait eu un bloc anesthésique. Je ne mets pas de cathéter post-opératoire, mais le soir même de la chirurgie, je sors le bras du patient lorsqu'il est réveillé, encore sous bloc, pour lui montrer ce que l'on a regagné, en rotation notamment, car très souvent il y a une perte secondaire des amplitudes et il est important que le patient ait vu ce que l'on a pu gagner en péri-opératoire. Rééducation immédiate. Nous, souvent, dans la grande majorité des cas, nous envoyons nos patients dans un centre en lequel nous avons toute confiance pour effectuer une rééducation intensive, auto-étirement, balnéothérapie. Il est clair que cette chirurgie est une chirurgie difficile, parfois un petit peu décevante en termes de récupération des amplitudes, car à terme, le patient repère un peu ce que l'on a gagné en opératoire, mais les patients sont globalement tous satisfaits de cette chirurgie lorsque l'indication est bien posée, car ils gagnent en confort, en fluidité de la mobilité articulaire, même si les amplitudes récupérées ne sont pas strictement normales. Je vous remercie de votre attention.